La tombe d'Émile Soleil se trouve sur la plus haute restanque du cimetière de la Bouilladisse, face à la Sainte-Baume. Rien d'ostentatoire, une croix en bois, quelques fleurs et un doudou posé sur le caveau. Le petit garçon, âgé de 2 ans et demi, avait disparu le 8 juillet 2023 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Il avait échappé à la surveillance de ses grands-parents, chez qui il venait d'arriver. D'importants moyens ont été mis en œuvre pour retrouver Émile. Près de 300 hectares ont été ratissés. De nombreux bénévoles se sont portés volontaires pour participer aux battues, en vain. Ce matin, avant de partir en randonnée, on s'est dit qu'on n'aurait pas le cœur à s'amuser plutôt que d'aller chercher le petit garçon. Donc on est venu, on mange notre petite salade et puis on va se mettre en route pour essayer d'aller le trouver. La disparition d'Émile va braquer les projecteurs sur la famille Vedovini et son mode de vie peu commun. Ils vivent à la Bouilladisse, près de Marseille. Ils sont catholiques tendance traditionnaliste et n'hésitent pas à parcourir 20 km pour suivre la messe en latin dans 7 chapelles du centre-ville d'Aix-en-Provence où est pratiqué le rite romain sous la forme extraordinaire. Philippe Vedovini, âgé de 59 ans, et Anne, 50 ans, ont eu 10 enfants. Tous ont suivi leur scolarité primaire à domicile. Isabelle Colombani est leur avocate depuis le début de l'affaire. Pour elle, il n'y a rien à signaler de particulier dans cette famille. J'ai trouvé une famille, somme toute, très normale, à l'exception, et est-ce que c'est une exception aujourd'hui qui vous marginalise, d'être dans la foi, de prier avant de prendre les repas, de prier le soir, de se rendre à l'église. Est-ce que ça suffit pour dire que cette famille fonctionne comme un clan ? Je vous dirais que non. Julien Pinelli défend Anne Vedovini. Il décrit cette famille très soudée avec pour ciment une foi profondément ancrée. Une force dans laquelle chacun peut puiser le réconfort nécessaire devant l'adversité. Et quelle adversité lorsque l'on parle naturellement du décès de l'un de ses plus jeunes enfants. Le 30 mars 2024, la veille du jour de Pâques, le crâne d'Émile et quelques vêtements sont retrouvés par une randonneuse sur un chemin forestier à 2 km du lieu de la disparition. Après des mois de recherche, l'enquête est relancée. Des analyses vont mettre au jour des ADN d'une femme et d'un homme qui n'appartiennent pas à la famille du garçonnet. Les expertises ont démontré que le corps d'Émile a été déplacé, qu'il n'a pas été enterré et les restes ont été déposés sur les lieux de la découverte. Le 8 février 2025, une messe est célébrée pour Émile. 400 personnes sont conviées pour entourer les parents. À l'entrée, Philippe Vedovini assure l'accueil des invités. Ce n'était pas un office de funérailles, comme l'explique le recteur de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin. On célèbre une messe pour demander la paix, sachant que l'enfant est déjà entré dans la lumière de Dieu. Il a été baptisé, il est enfant de Dieu, il n'a jamais commis le mal. Le 25 mars dernier, les gendarmes de la section de recherche de Marseille investissent le pigeonnier et perquisitionnent la villa de la famille Vedovini. Dans le même temps, Philippe et son épouse Anne et 2 de leurs enfants, Marthe et Maximin, sont placés en garde à vue. Les parents ont été interrogés respectivement pendant 46 et 47 heures dans les locaux de la SR de Marseille. Maximin est resté 45 heures à Aubagne et sa sœur Marthe 45 heures à la gendarmerie de la Bouilladisse. À l'issue de ces gardes à vue, tous ont été remis en liberté. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Il est évident qu'il y allait y avoir à un moment ou à un autre celle d'un crime perpétré au sein de la cellule familiale. C'est absolument logique si on prend en compte les circonstances de temps, les circonstances de lieu. Et partant de là, que cette mesure se fasse dans le cadre d'une garde à vue paraissait là aussi quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait normal, et qui était parfaitement attendu, bien sûr. Oui. Isabelle Colombani a accompagné Philippe Vedovini pendant les 47 heures de garde à vue. Il a été interrogé par le directeur d'enquête en personne. Selon l'avocate, d'autres moyens auraient pu être employés.
On peut dire tout ça pour ça parce que les répercussions sur le plan familial, sur le plan moral, sur le plan professionnel, matériel, sont des répercussions désastreuses. Donc oui, il fallait le faire peut-être pour fermer des portes, mais effectivement, j'ose espérer aujourd'hui que d'autres pistes sont à l'étude et que le dénouement se rapproche. À l'occasion de ces gardes à vue est remonté le passé de Philippe Vedovini, un passé supposé violent, notamment lorsqu'il était encadrant dans l'institution religieuse de Riaumont, dans le Pas-de-Calais. Il n'a jamais été mis en examen, il est sous le statut de témoin assisté. Sans vous faire un cours de procédure, on sait très bien qu'un témoin assisté, la fin de l'histoire, ça sera forcément une ordonnance de non-lieu. Quant aux violences intrafamiliales, l'avocate se dit surprise et évoque des rumeurs. Les Vedovini sont très pieux et pratiquants. Ils ont été placés en garde à vue en mars, à un moment important dans la vie d'un chrétien, le mois du carême. C'est un mois où, bien évidemment, on ne doit pas commettre de péché. Donc vous imaginez bien que si on vous place en garde à vue, on va vous demander si vous êtes en train de mentir. Et si vous mentez, vous commettez un péché, et un péché qui n'est pas pardonnable. Nous avons essayé d'entrer en contact avec la famille Vedovini devant leur maison à la Bouilladis. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Il n'y aura aucun contact avec eux puisqu'ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Ça, je pense que vous le comprenez. Pour la famille Vedovini, c'est encore le temps du silence. Le temps de la parole publique n'est pas encore venu.